Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Cailleteau, qui est Saint-Cyrien, qui a été longtemps à la tête du contrôle général des armées, puis inspecteur des finances, et qui vient de publier ce livre « Décider et perdre la guerre ». Alors François Cailleteau, bonjour. Vous commencez tout de suite ce livre en disant que on a décrypté Louis XVI, pourtant a été peu guerrier, alors que Louis XV a laissé une meilleure trace, alors qu'il a perdu, lui, beaucoup de guerres. Donc en fait, le fait de perdre les guerres n'est pas tellement un motif de blâme dans l'imaginaire collectif. C'est ce qu'on est obligé de reconnaître. D'ailleurs, j'ai ajouté un cas, celui de Napoléon. On y viendra. Qui a rendu une France bien plus petite que celle qu'il a reçue, et qui, en ces jours-ci, d'ailleurs, reçoit de multiples hommages, peut-être pas toujours mérités. Alors effectivement, au-delà du débat sur le rétablissement de l'esclavage, vous, c'est en tant que stratège que vous mettez en cause ses compétences, et vous dites que alors il a plus mal fini qu'il n'a commencé. Je fais une simple remarque, c'est celle que je viens de faire. Quand on rend un pays très affaibli par rapport à celui qu'on reçoit, on ne peut pas considérer qu'on a fait l'œuvre d'un stratège. À moins qu'on prenne le mot stratège dans le sens qu'il avait dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire de général commandant directement des troupes. Et là, il est vrai que c'était un génie tactique. D'ailleurs, jusqu'au jour où ses adversaires ont compris pourquoi il était un génie. Et à ce moment-là, ça s'est gâté. Alors ces deux erreurs, c'est la guerre d'Espagne et la guerre de Russie, qui ont amené à la ruine. Ça, ce sont deux erreurs stratégiques. La guerre d'Espagne, c'est une guerre tout à fait surprenante. Je me permets de rappeler que l'Espagne était l'allié de la France. Et l'allié de la France sous l'Empire. À Trafalgar, 1805, la flotte qui combat Nelson est à moitié espagnole. Et donc, l'Espagne est un allié de la France. Bon. Pourquoi s'emparer du trône? On comprend qu'il veuille éliminer un roi complètement méprisable, à vrai dire. Enfin, il a un fils que les Espagnols apprécient, qui est bien dans les mains du personnel français de l'époque, pour mettre son frère, qui n'avait pas envie d'y aller. Bon. Alors, et d'où une guerre qu'on va finir par perdre, parce que c'est une guerre, non pas contre les forces armées, mais contre le peuple espagnol. On y reviendra, si vous parlez aussi des guerres de contre-insurrection, et puis l'erreur aussi, l'autre erreur majeure et fatale, la guerre de Russie. Alors, la Russie, c'est une guerre où Napoléon essaye de poursuivre son idée fixe de la bataille décisive, en essayant de battre l'armée russe. L'armée russe a très bien compris qu'elle sera battue si elle joue à ce petit jeu dès le franchissement de la frontière. Elle recule de 1000 km, ou de 800 et quelques kilomètres, et vous connaissez la suite. Mais ce qu'il faut regarder tant dans la guerre d'Espagne, mais surtout dans la campagne de Russie, c'est pourquoi Napoléon l'a fait. Et au-delà des épiphénomènes, c'est la grande idée du blocus continental. C'est un point sur lequel je suis surpris qu'on passe si rapidement dans l'histoire napoléonienne. Quelques pages dans les 800 pages du dernier livre de Thierry Lenz, par exemple. Vous expliquez que c'est cette obsession-là, au lieu de passer un accord avec Londres, qui lui aurait permis de garder la puissance continentale et l'Empire, Napoléon s'était évertué et que toutes les erreurs qu'il a commises étaient dues à cette obsession du blocus continental. Je pense que ça a été vraiment, en tout cas, une toile de fond qui l'a constamment ramené à cette idée. C'était une idée d'abord irréalisable. Des 20 000 km de côte à contrôler, c'était quand même un grand bonus pour les contrebandiers. Et puis ça appauvrissait toutes les villes qui faisaient du commerce, tous les pays qui avaient des échanges importants avec l'Angleterre. Donc ça a été très impopulaire
à l'étranger, mais aussi en France. À Bordeaux, par exemple, et toute l'Aquitaine, c'était un véritable désastre économique. Et puis, ça ne pouvait pas réussir. Ça ne pouvait pas réussir parce qu'en même temps, l'Angleterre trouvait de nouveaux débouchés avec toute l'Amérique latine dont l'Espagne était coupée, etc. Et donc, cette obsession, on la comprend mal parce que je suis persuadé qu'il y avait une autre solution qui était, dans le fond, d'accepter une certaine liberté du commerce, où bien entendu les Anglais ont eu un grand profit puisqu'ils étaient en avance industriellement sur toute l'Europe, mais où on aurait tiré quelques ressources de droits de douane, etc., et où on aurait pu nous-mêmes finalement les concurrencer peu à peu, comme ça s'est passé d'ailleurs, En fait, dans les 30 ou 40 ou 50 années. ce que vous écrivez, c'est qu'il aurait fallu un Kissinger auprès de Napoléon pour accepter une réelle politique et faire un partage, comme les États-Unis ont fait avec l'Union soviétique. Oui, un Kissinger, mais peut-être qu'il aurait suffi d'un Talleyrand, qui était là, mais n'écoutez pas toujours. Alors, autre erreur aussi des guerres que l'on décide et que l'on perd, on va passer au neveu, au Napoléon le Petit, Napoléon III, la guerre du Mexique et, pire encore, la guerre contre la Prusse. Oui, alors lui, c'est vraiment un spécialiste, dans des conditions beaucoup plus ridicules, je dirais, que son oncle. La guerre du Mexique, on est totalement incapable aujourd'hui de dire vraiment pourquoi on l'a faite. L'idée de créer une espèce de royaume catholique au sud des États-Unis pour contrer les anglo-saxons, bon, c'était pas très sérieux. Et puis, enfin, c'était pas le vœu des Mexicains. Et ça s'est vite vu. Donc, on a perdu un peu. On n'a pas perdu en sens que on est parti sans être battu, mais sans avoir pu gagner. Et en laissant le malheureux Maximilien. Enfin, il aurait pu partir en même temps que nous, mais il a voulu rester. Non, ce qui est beaucoup plus grave, et alors ça c'est une erreur qui est la cause d'un siècle de problèmes, c'est la guerre de 70. La guerre de 70, je rappelle que le fait qu'on l'ait perdue, qu'on nous ait arraché l'Alsace et la Lorraine a créé un contentieux irrémédiable entre la France et l'Allemagne. Ça a été la Grande Guerre, et de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale par la suite. Donc, ça fait 3 guerres. 3 guerres, dont 2 absolument abominables. Ensuite, en 70, nous venions de remporter une victoire diplomatique. Léo Hohenzollern refuser le trône d'Espagne. Il faut quand même avoir un certain génie pour transformer le château Lafite en piquette, c'est-à-dire une victoire diplomatique, en une défaite. Alors comment ça s'est passé ? En exigeant du roi de Prusse des engagements qu'il avait déjà pris, mais qu'il fallait qu'il réitère publiquement, etc., c'est-à-dire qu'il s'humilie. Et bien entendu, Bismarck a eu l'adresse de transformer les refus polis du roi de Prusse en un refus un peu raide, et la majorité parlementaire excitée, la presse parisienne déchaînée, ont entraîné un mouvement d'opinion avec un ministre des Affaires étrangères particulièrement consternant, le duc de Gramont, et on a déclaré la guerre. Et on a déclaré la guerre alors que nous savions, enfin ceux qui voulaient savoir savaient en tous les cas, que notre appareil militaire était très inférieur à l'appareil militaire prussien. Nous le savions, d'abord parce que quand même on avait vu la Prusse battre l'Autriche-Hongrie à Sadova en 8 jours, à Königgrätz comme disent les Allemands, et non pas à Sadova comme disent les Autrichiens.
Et notre attaché militaire, qui était un proche de Napoléon III, qui l'avait aidé dans ses lubies sur Alésia, n'avait cessé d'envoyer des rapports très alarmistes, qui se terminaient souvent par une formule latine qu'à l'époque on connaissait bien, caveant consules, c'est-à-dire que les gouvernants se méfient. Et il n'a pas été entendu. On a été battu quelques semaines, et de façon irrémédiable. C'est quand même un cas, je dirais, assez pur de légèreté. Et d'ailleurs, j'ai intitulé le chapitre où je rappelle cet épisode d'un cœur léger, pour reprendre les paroles du président du Conseil, Émile Lévier, qui avait déclaré à la tribune de la Chambre, devant les objections de tiers, qu'il assumait la responsabilité de la guerre d'un cœur léger. J'ajoute que le ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, avait déclaré qu'il ne manquait rien à l'armée française, pas même un bouton de guêtre. Expression qui restera dans les annales. Voilà, comme un cœur léger. Alors ça fait le lien, puisque finalement ces guerres-là, la guerre notamment d'Espagne, fait le lien avec un livre qui est un peu plus ancien, mais je dirais qu'il a 10 ans, mais on a l'impression que vous l'avez écrit cette année, sur les guerres inutiles, sur les guerres de contre-insurrection, où vous dites que, à part l'exemple, si ma mémoire est exacte, de la guerre de Malaisie, où pour des raisons très spécifiques, on se peut en revenir, les Britanniques ont gagné, toutes les autres guerres de contre-insurrection sont vouées à l'échec, et pourtant, l'Afghanistan vient de le prouver, et on se pose la question du maintien de la présence somalienne. Pouvez-vous dire pourquoi les guerres de contre-insurrection, donc les guerres, ce qu'on appelle les interventions militaires occidentales maintenant, sont nécessairement perdues? Alors, dans les configurations d'aujourd'hui, d'abord, il y a un problème fondamental, c'est que les armées occidentales ne sont pas faites pour les guerres d'insurrection. Et notamment, c'est le cas de l'armée américaine, une armée à l'armement pléthorique et à la faible infanterie. Or, les guerres d'insurrection, de contre-insurrection, elles se passent sur le terrain. Elles supposent aussi deux choses. Elles supposent que les gens qu'on met sur le terrain soient une proportion assez forte de la population concernée pour marquer leur empreinte. Il y a eu des nombreuses études sur le sujet, on dit 4%. 4% de 25 millions d'Afghans, ça fait 1 million. Hein. Bon. Et personne n'a les moyens de le faire. Avec la fin de la conscription. Oui. Et avant, et même avant, au Vietnam, où il y avait la conscription, les États-Unis ne sont jamais arrivés à... Là aussi, il y avait à peu près 25 millions d'hommes, de Vietnamiens, à ce chiffre d'1 million. Au pire, au mieux ou au pire, c'était 500 000 hommes. Donc il a fallu le double. Et encore, quand on regarde ceux qui sont vraiment sur le terrain, c'est-à-dire l'infanterie, pour l'essentiel, les appuis directs de l'infanterie, etc., c'était 5 fois moins, 5 ou 6 fois moins. Donc, très bien. Et puis, il faut aussi, aujourd'hui, faire la guerre. Faire la guerre, ça suppose des pertes. Et les pays occidentaux ne supportent pas les pertes. Il est tout à fait frappant de voir aujourd'hui l'évolution qu'il y a eu, même en France. En France, pendant la guerre d'Algérie, c'était 10 morts par jour, à peu près. On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas il y avait à la fois la censure et en même temps, c'était la norme aussi, quoi. Non, c'était pas de la censure. On n'en parlait pas. Il n'y avait pas de censure. Rien n'aurait empêché d'un journal de dire qu'il y avait des pertes très importantes. Non, c'était dilué, bien sûr.
Enfin, il y a eu des affaires où on a eu 200 morts d'un coup. Hein. Bon. On n'en parlait pas. On peut se reporter au journal d'époque, c'était, au fond, on avait l'habitude. Aujourd'hui, 10 morts dans une affaire, Ouzbine par exemple, on en parle beaucoup, on fait des cérémonies, et il y a même des gens qui intentent des actions pour mise en danger de la vie d'autrui contre la hiérarchie qui a envoyé les soldats au combat. Évidemment, c'est une mauvaise plaisanterie, mais ça donne un état d'esprit qui est général dans les pays occidentaux. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Contre des gens décidés, on n'y arrivera pas. Alors on peut y arriver dans une certaine mesure, comme en Irak, quand on a l'appui d'une partie de la population. Par exemple les Kurdes, une partie des chiites irakiens, les Kurdes, tout ça, c'est une majorité d'Irakiens qui n'avaient pas du tout envie de voir s'installer un État sunnite extrémiste. C'était ça le cas. Dans ce cas-là, on a des troupes au contact qui sont des Irakiens, que nous appuyons, etc. Et ce ne sont pas nos combattants qui se font tuer. Et donc là, on arrive à éradiquer, en tout cas, l'État islamique. Le danger de l'idéologie, c'est une autre affaire, mais on y arrive. Mais c'est que dans un cas très particulier, on a vraiment l'envie. Vous parlez du Mali. Le problème aujourd'hui du Mali, on ne veut pas le dire, mais c'est que, au front, on trouve peu de Maliens. Les officiers maliens semblent plutôt préférer des joutes moins dangereuses en politique. L'armée malienne n'a pas fait. Ce qui est une première, car l'armée malienne a déjà fait elle-même, un peu de temps après l'indépendance, une guerre contre les Touaregs et les Maures. Il avait gagné de façon assez sanglante d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes les seuls, avec les Tchadiens, d'où d'ailleurs notre bénévolence vis-à-vis du régime tchadien, qui est le seul à fournir des troupes qui veulent bien se battre. Et donc le Mali, force est de constater que l'appétence des forces armées maliennes, de la population en général à lutter contre ceux qui l'agressent, fait que nous avons eu des succès d'emblée, mais que ces succès ne sont pas parvenus à régler le problème et que maintenant l'affaire continue de façon apparemment indéfinie. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées a parlé de 10 ou 20 ans. Bon, alors qu'on nous sommes déjà depuis 10 ans, pas presque, depuis 8 ans. Oui, 2012, oui. Ouais. Depuis Mais s'il n'y a pas une malédiction de la vie de François Hollande. Voilà. L'Afghanistan, il y a une base légale initiale, ça se passe très bien, puis aux 20 ans après, et 1500 milliards de dollars plus tard, rien n'est réglé, les talibans sont en porte de pouvoir. Au Mali, on est là depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est partir tout de suite Alors, dans le cas de l'Afghanistan, il me semble que, c'est ce que j'ai écrit à l'époque, et je n'en démords pas, la solution était simple. Il y avait en Afghanistan des adversaires locaux des talibans, recrutés essentiellement dans les populations non pashtunes, c'est-à-dire tadjiks, ouzbeks, etc. On a fait le travail au début, c'est-à-dire on a bombardé, enfin l'aviation américaine a bombardé, et
les opposants aux talibans locaux se sont emparés du pouvoir. Et là, on a eu une idée bizarre, transformer l'Afghanistan en démocratie occidentale. Ça n'était pas le vœu exprimé par la population. À tort ou à raison, mais enfin, ils ne pensent pas comme nous. Et donc on s'est lancé dans une espèce de campagne onusienne, même si ce n'était pas sous les couleurs de l'ONU, mais enfin c'était un peu les mêmes pratiques qui ont abouti au fait que, au lieu de laisser les opposants aux talibans gouverner, quitte à leur donner de temps en temps un coup de main avec notre aviation, on s'est lancé dans une présence dans tout le pays, on n'a eu que des déboires. Certaines armées ont été très très éprouvées par le Liban, comme l'armée britannique par exemple. Et au Mali, une fois qu'on avait... Le Mali, le problème est un peu plus compliqué parce que la source des ennuis du Mali se trouve dans notre propre action quelques années avant en Libye. Et donc je comprends qu'il est difficile de ne pas tenir compte de cet état de fait. Si des troupes nombreuses venant du Nord et bien armées sont arrivées, c'est grâce à la disparition du colonel Kadhafi. Et donc, on s'est senti sans doute obligé. Et je veux dire que les premiers résultats ont été bons. Opération Libye qui s'est faite d'un cœur léger, pour reprendre oui, ça, j'aurais pu l'ajouter, mais comme on ne l'a pas perdu sur le moment, je n'en ai pas parlé ici, là. Mais par contre, je pense qu'il aurait été utile de dire d'emblée à nos amis maliens que notre présence est une présence qui ne durerait pas, de fixer une date raisonnable, 18 mois, 2 ans, mais pas plus. Qu'on fasse une aide intense pour la formation et l'armement de leur armée, et ensuite, on s'en va, sinon peut-être en gardant un appui aérien ou des choses qui ne nous engagent pas trop. Mais servir d'infanterie au Mali, c'est pas une solution. C'est pas une solution, et d'ailleurs, quels que soient les mérites, qui sont grands, des troupes qu'on déploie sur le terrain, ce ne sont pas des Maliens, et ça se voit. Et dans la population, on voit bien qu'il commence à s'instaurer un syndrome de constatation de la présence française. Donc on n'est pas en train de gagner. Est-ce que vous pensez donc du fait de l'ensemble de ces changements que c'est le principe même de l'intervention militaire extérieure qui est devenu inefficace, obsolète ? D'abord, je crois que dans ces interventions, d'une façon générale, on ne mesure pas assez les problèmes de l'utilité pour la France. Enfin, engager nos soldats, élever nos soldats, ça devrait se faire d'abord pour des opérations utiles. Donc, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut être sûr de vaincre. Et dans ces opérations, on n'est jamais sûr de vaincre. On peut vaincre dans un premier temps, et puis ensuite, c'est très difficile de rester. Et donc, je pense qu'en tout état de cause, la première chose à faire, c'est de bien prévenir le pays qu'on vient aider, qu'on y vient pour un temps réduit, pour les aider, et pour les aider à se mettre en position de continuer après notre départ. On ne défendra pas le Mali
sans le Mali. Voilà. Merci François Cailleteau. Je renvoie à la lecture de ces deux livres, celui qui vient de sortir, Décider et perdre la guerre, aux éditions Economica, et puis un plus ancien, mais qui une fois encore reste d'actualité totale, Guerre inutile, contre-insurrection et historique et critique. Vous faites le bilan des guerres de contre-insurrection qui sont à peu près toutes perdues les unes après les autres. Merci François Cailleteau. Merci Pascal.